Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Les technophiles et en particulier une communauté sur Reddit a un nouvel ennemi, c'est le monde de la finance. On va revenir sur les manipulations boursières qui ont défrayé la chronique la semaine passée. Imaginez d'un côté des fonds d'investissement qui parient sur la baisse d'actions et de l'autre des internautes qui se coordonnent pour acheter massivement ces mêmes actions, faisant du coup grimper leur valeur. Il suffit à ces utilisateurs de tenir leur position envers et contre tout pour faire trembler ces fonds d'investissement. Le terrain de bataille, entre autres, ce sont les actions GameStop, l'entité mère des magasins physiques de jeux vidéo, notamment Micromania en France, BlackBerry ou encore les actions AMC. En tout cas, c'est passionnant et on va vous dérouler ces événements bien avant le film qui verra probablement le jour à l'avenir sur le sujet. On fera aussi le point, comme c'est régulièrement le cas dans ce podcast, sur les résultats financiers des acteurs de la tech. Et puis on parlera aussi de jeux vidéo. Pour parler de ces sujets, on va être deux. Moi, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que Robin des Bois est aux pauvres et aux opprimés. Préparateur de cet épisode, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Ouais, c'est vrai que j'avais un arc à une époque, hein, j'en faisais un petit peu, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Là, il me reste que la capuche maintenant. Très bien. Et est-ce que tu volais pour rendre aux plus malheureux ou pas ? D'accord, on va pas le dire. On a des avis Apple Podcast, Guillaume, je vais en relayer deux, tu vas comprendre pourquoi. Le premier, qui est relativement court, qui est de Frédéric, remarquable mais crispant, podcast tech particulièrement réussi grâce à l'exigence et l'érudition de son tandem. Un bémol, le ton de Guillaume Vendée, enthousiasme excessif et rire nerveux rendent ses interventions inutilement irritantes. Frédéric, je suis désolé de t'irriter, c'est mon côté enthousiaste et je crains que je n'aurai pas trop l'occasion de limiter mes sarcasmes, mais continuez en tout cas à me faire part de vos crispations dans les avis Apple Podcast. Je relaye aussi, pour contrebalancer cet avis nuancé, l'avis de Nike France SOA Lover qui a mis parfait mélange entre sérieux et légèreté. Bravo de Guillaume pour leur bonne humeur et leur professionnalisme exemplaire, grande source d'informations fiables et d'analyses pertinentes. Je vous mets la note de 4,99 étoiles, probablement un consommateur, j'imagine, habitué aux tarifs dans les grandes surfaces. Je me permets une remarque, et c'est aussi pour ça que je voulais le relayer, sur le dernier épisode sur l'événement Samsung Unpacked, qui a besoin du dernier smartphone dans ce contexte sanitaire, toutes marques confondues. On attend d'un smartphone qui prenne de belles photos, de nuit et avec un zoom de folie, et qu'on puisse le montrer, mais je pense que ces deux aspects seront moins importants en ce début 2021. Est-ce qu'il faudrait pas mieux recommander d'attendre la sortie de crise pour se rééquiper ? Plus généralement, avez-vous noté un délaissement progressif du smartphone dans vos usages du quotidien au profit des tablettes et PC depuis le dernier confinement ? Merci beaucoup, continuez comme ça. Merci beaucoup à toi. Et je te retourne la question, Guillaume. Effectivement, cette analyse, elle est assez saine de sa part. On a déjà souligné la baisse de l'usage des smartphones, en tout cas la baisse de la hype qu'il pouvait y avoir autour des smartphones il y a quelques années. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté ? Est-ce qu'effectivement, il vaut mieux attendre des jours meilleurs pour se rééquiper ? Je pense surtout qu'il faut pas se précipiter sur une nouvelle machine si on n'en a pas vraiment besoin. Je pense que le Galaxy S21, c'est une très bonne machine, il n'y a pas de souci, mais si vous avez un truc qui tourne déjà bien, qui vous suffit, c'est pas forcément la peine de se rééquiper non plus, quoi. La 5G, elle arrive tout doucement, ça vous laissera bien le temps de vous rééquiper, et je pense pas vraiment que ce soit la pandémie qui soit en rapport avec ça. Je pense qu'il faut être juste un petit peu sage dans ses usages et se demander si on a vraiment besoin d'un nouveau téléphone. Après, est-ce que la pandémie a changé, moi, mes usages de la téléphonie ? Pas vraiment, parce que déjà j'utilisais déjà beaucoup le PC, en fait, tout simplement avant, et donc j'utilise ni plus ni moins mon téléphone. Je sais pas vraiment si la pandémie a vraiment marqué un gros coup sur l'usage du téléphone, parce que de l'autre côté, on pourrait aussi se dire qu'il y a énormément de communication qui passe par le téléphone, ouais. Sur WhatsApp, ou que ce soit WhatsApp, Telegram, ou tu vois, ça passe aussi par le téléphone, ou même du Skype d'ailleurs, enfin tout peut se faire aussi sur téléphone, donc je sais pas vraiment s'il y a une baisse comme ça d'intérêt pour le téléphone à cause de la pandémie. On l'analysera sur le long terme, mais en tout cas, c'est vrai que ces annonces successives de smartphones chaque année, pendant un temps, ça voulait dire remplacer celui de l'année dernière par ce nouveau parce qu'il y a trop d'évolution. C'est plus le cas maintenant, et il vaut mieux attendre que le smartphone n'en puisse plus, notamment pour des raisons écologiques. Je pense que c'est plutôt sain d'utiliser le plus possible les smartphones. Si vous voulez soutenir notre travail, je vous invite évidemment à rejoindre notre page Patreon, patreon.com/techcafé.
Vous pouvez rejoindre une communauté de plus de 200 soutiens qui bénéficient d'un flux privé du podcast, garanti pour toujours 100% sans pub, le chapitrage des émissions et des infos exclusives. Merci en particulier à Panko, Gessampo et Michael Lebert qui soutiennent le podcast. Un petit mot aussi avant d'attaquer nos news pour dire qu'évidemment je vous invite à rejoindre notre serveur Discord où vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Foncez suivre aussi l'actu tech diffusée sur le compte Instagram Tech Café Podcast. Guillaume, derrière ces incontournables de l'intro de l'émission, je te propose qu'on attaque avant nos news tech de la semaine par un petit à chaud avec un retour d'expérience personnelle. Est-ce que tu as entendu parler de Clubhouse ? Bah écoute, maintenant oui, hein. Grâce à toi, évidemment. J'ai rajouté ça dans les notes de l'émission un petit peu récemment parce qu'en fait j'ai testé ça. C'est Mathieu, hein, donc qui anime le compte Instagram de Tech Café, qui m'a envoyé une invitation. Et il y a une vraie hype là ces derniers jours autour de Clubhouse, notamment en France. Alors écoute, j'utilise ça depuis hier. Je vais te faire mon petit retour d'expérience perso. Je vais le faire à nos auditeurs. Le principe, il est super simple. C'est que bon, c'est un réseau social. Hein. Tu te connectes, tu participes à des chambres, donc des rooms, qui sont donc des espaces de discussion audio uniquement. 0 vidéo. Et en gros, c'est du streaming audio interactif en direct. C'est Zoom sans la vidéo, donc. Hein. C'est Zoom sans la vidéo, effectivement, et où tu as une collection de chambres, où tu as une collection de chambres différentes, avec différentes thématiques, différentes langues, etc., différents centres d'intérêt. Tu as une mécanique de SaaS qui est très bien foutue, où en gros, quand tu accèdes à une room au départ, tu es simplement auditeur, et puis tu peux soit lever la main, soit on peut te désigner dans un second temps pour que tu puisses prendre la parole. Et une fois que tu es dans cet espace-là, tu as la possibilité de prendre la parole quand tu veux. En fait, les usages là que j'ai constaté, c'est que les gens sont plutôt respectueux de la parole des autres. Est-ce un signe de nouveauté? Probablement. C'est une application qui est valorisée à $1 milliard, donc ça fait partie des petits réseaux sociaux, quoi. Et on a vu bien pire ces derniers temps. Actuellement, l'usage, il est uniquement sur invitation et sur iOS. Ils sont en phase bêta. Ce qui se constate aux États-Unis, c'est qu'il y a pas mal de recul sur l'utilisation de l'app, qui a un petit peu moins d'1 an maintenant, avec des discussions globalement de qualité, mais aussi l'arrivée de pas mal de déchets, des gros problèmes de modération qui ont commencé à pointer le bout de leur nez, qui semblent être en train d'être plutôt bien gérés par les évolutions et les dernières versions de l'app. Et puis en France, on a comme je disais, cette espèce de grosse hype, cette espèce de gros buzz qu'il y a autour de l'application depuis, je dirais, surtout quelques jours. Alors, ça se manifeste surtout par beaucoup de discussions avec des entrepreneurs, des LinkedInophiles, comme je les appelle, des start-upers, mais aussi globalement des créateurs de contenu, des technophiles. Le fait que ça marche est probablement lié aussi justement à cet effet privé, hein, le fait qu'on est en phase bêta, qu'il faut une invitation, c'est le début, c'est nouveau, c'est simple, c'est très facile pour prendre la parole, que tu sois à l'aise ou pas. D'ailleurs, pour parler, on se rend compte que le format de discussion est hyper intéressant et hyper engageant. Et j'ai quand même, moi, un avis à ce stade mitigé. Alors, d'une part, je suis très emballé par ces nouveaux dispositifs et je trouve effectivement que les conversations que j'ai pu avoir sont de qualité. En même temps, je sens que c'est le genre de truc qui peut te faire bouffer du temps à pas en finir. J'entendais beaucoup de personnes qui intervenaient dans des rooms là qui disaient oh là là, je m'y suis mis, j'ai passé des heures. Bon, on sent que ça peut vite avoir un côté addictif, peut-être parce que c'est le début. Ça va être, je pense, quoi qu'il en coûte, un enfer à modérer. Alors avec succès ou pas, hein, mais je pense que la modération des contenus qui vont y circuler va être très difficile. C'est un joli challenge à relever. Ça peut aussi ne pas marcher parce que ça peut très bien être copié par Facebook, parce qu'il n'y a pas de chat non plus. Tu vois, les fonctionnalités sont hyper limitées pour l'instant. C'est en gros, tu lèves la main, tu écoutes pour participer, ou tu écoutes, ou tu quittes la room. Hein, donc c'est hyper limité. Je rentre pas dans les détails, mais il y a la possibilité de planifier des rooms, de créer des espèces de clubs, mais grosso modo dans les usages principaux, c'est ça. Et puis ça peut faire un peu l'effet Périscope, si tu veux. Moi je ressens un petit peu cette hype qu'il y avait eu autour de Périscope au départ, et où finalement on voit qu'avec le temps ça n'a pas tenu. Ma réflexion de fond, c'est de me dire, est-ce que il y a encore de la place pour des vrais usages qui pourraient prendre une grande place, ou est-ce que les nouveaux réseaux sociaux sont condamnés à être des initiatives satellites
parce que pour toutes les raisons que je viens de lister, ça ne pourra pas prendre une ampleur telle que ça pourrait faire vraiment de l'ombre aux grands réseaux sociaux qui sont installés. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Guillaume, cette description que j'en fais de ce nouveau réseau social? Moi, à chaud, là, je pense que ça va jamais tenir et que c'est une très mauvaise idée. Mais bon, ce n'est que moi. Non, mais vraiment, je pense que c'est une idée à la con, en fait. Parce que globalement, c'est ça, c'est Zoom c'est Zoom sans la vidéo, donc globalement, c'est Skype aussi. Et en fait, je vois pas des masses l'intérêt parce que au niveau expérience utilisateur, c'est trop compliqué, quoi. C'est-à-dire que sur Twitter, tu as un fil déjà. Et ce fil, il est persistant quelque part. Alors que là, y a rien enregistré. Donc c'est des choses qui partent, qui viennent. Enfin, je veux dire, il faut être là. Enfin, en gros, faut pas avoir de vie, quoi. Parce que faut passer sa vie sur les salons à essayer de regarder quelles sont les discussions les plus intéressantes. Après, il faut participer aux discussions les plus intéressantes. Participer à une discussion, c'est pas pareil que rédiger un tweet de 140 caractères, hein, quoi. Je veux dire, la facilité, elle est pas là, c'est pas la même. En plus, la prise de parole, c'est pas du tout le même investissement non plus. Et pour couronner le tout, je sais pas comment tu fais pour effectivement modérer un truc qui est uniquement à l'audio. Parce que, je veux dire, autant tu peux faire une modération... alors déjà, comment tu modères un truc qui est à l'audio en direct? C'est juste impossible. Et ils veulent faire quoi? Ils veulent ouvrir ce truc-là à tout le monde? Mais c'est ingérable. C'est absolument, à mon avis, c'est absolument inenvisageable. Je pense que là, c'est sur invitation, donc t'as un petit peu le gratin, machin. C'est ça. Mais en réalité, si tu ouvres ça à tout le monde, c'est absolument ingérable. On voit bien que Facebook est incapable de stopper un événement en direct qui est problématique. Et là, c'est que du direct. Donc, c'est immodérable, infiltrable, ingérable. Et en plus, je pense qu'au niveau de l'usage, ça demande un investissement qui est beaucoup trop important en temps et en... je pense que c'est un truc qui, à mon avis, peut avoir une hype, parce que pour l'instant, c'est privé, qu'il faut montrer patte blanche et qu'il y a des stars dessus, et gna. Mais en réalité, et que, c'est le confinement, voilà. Mais en réalité, je veux dire, les gens, ils parlent avec leurs potes, quoi, hein. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus sain aussi, peut-être même. Et voilà, je pense que très honnêtement, moi, je suis pas du tout convaincu que Clubhouse soit encore vivant dans 2 ans, surtout si la crise du Covid finit par passer, quoi. Ben, alors, tu l'as compris en substance sur mon analyse. Si je devais faire un pari sur l'avenir, je ferais le même que le tien. Si je devais faire un pari de cœur, c'est que j'aimerais que ça reste ce format très sain, tu vois, où tu as des échanges très constructifs sur des sujets. Je suis persuadé que malheureusement, ça sera difficilement le cas. Je leur laisse le bénéfice du doute et je suis très curieux de continuer à voir ce sujet. Par contre, tu as raison, c'est le genre de sujet sur lequel tu peux être vite embarqué. On pourrait faire l'analogie avec Twitch, par exemple, qui est le même principe. Enfin, finalement, tu dis que c'est Zoom uniquement en audio. Finalement, c'est du Twitch participatif, un peu plus participatif. Donc, tu vois, c'est un peu entre les deux. C'est audio uniquement. Moi, j'ai le secret espoir et l'envie la plus chère que ça puisse marcher et que ça puisse se maintenir. Et effectivement, pour des raisons très rationnelles, comme on vient de les évoquer ensemble, j'ai tendance à rejoindre ton sentiment. Et il y a toujours cette espèce d'envie, on pourra en reparler tout à l'heure sur notre sujet qui tourne autour de l'achat d'actions, mais et d'ailleurs des crypto-monnaies, d'avoir envie de faire partie de ces premiers early adopters d'un truc qui s'avérera à l'avenir incontournable. Moi, j'ai le sentiment qu'encore une fois, sur les réseaux sociaux, ça va être compliqué maintenant de voir des nouveaux acteurs. On verra. Peut-être qu'on réécoutera cette émission dans 1 an en disant qu'on s'est fondamentalement trompé. Au passage, j'ai au moins une invitation pour Clubhouse, donc sur Patreon, ceux qui en veulent une, vous pouvez commenter la publication qui accompagne cet épisode et demander une invitation. Le premier, je lui enverrai évidemment une invitation. Guillaume, sans autre forme de procès, on attaque nos news traditionnelles de Tech Café, issues de la veille que tu as pu faire dans le monde de la tech. Évidemment, le monde de la tech, c'était cette grande affaire GameStop et AMC que j'ai résumé en quelques mots dans l'intro, mais pour lesquels on va avoir besoin de manière incontournable, Guillaume, de ton éclairage. Ouais, on va essayer, ouais, écoute... on est bien au courant qu'on vit des moments historiques en ce moment, voire un petit peu trop d'ailleurs, à notre goût. Mais là, cette folle semaine dernière, on a eu carrément un bon scénario de film. Et d'ailleurs, il y a effectivement, comme tu l'évoquais, il y a un ou plusieurs trucs qui seront en préparation chez Netflix et même chez MGM, Metro Goldwyn Mayer, pardon. Et donc peut-être avec Brad Pitt et Christian Bale, pourquoi pas, comme The Big Short.
parce que en fait, on n'est vraiment pas loin de ce film. Donc pourquoi pas Ryan Gosling en Roaring Kitty, je sais pas. Alors, est-ce que tu as vu ce film, The Big Short? Non, non. Bah, c'est excellent, hein. Ça explique comment un groupe d'outsiders de la finance se sont fait des millions lors de la crise de 2008, la crise boursière majeure, hein, donc de ce début de siècle. C'est une histoire vraie qui est tirée d'un livre. Et le mécanisme, il est exactement le même que pour GameStop. C'est le shorting. C'est-à-dire la vente à découvert. Donc short, sans doute parce que c'est une position à court terme. Le shorting, en fait, ça consiste à emprunter un actif que tu dois rendre à une date donnée. Bon, en général, celui qui prête, il le fait contre petite commission. Donc mais lui, il sera remboursé. Il en est sûr, donc ça veut dire qu'il prend pas de risque et donc il va pas gagner grand chose. Il a une position à long terme. Par contre, celui qui emprunte l'actif, il peut faire ce qu'il veut tant qu'il la rende dans les temps. Et en particulier, il peut la vendre, justement, quitte à la racheter plus tard pour la rendre. Alors quel intérêt? C'est simple, hein. Admettons que j'emprunte une action qui vaut 100 balles et que je doive la rendre la semaine prochaine avec 1 euro de commission. Voilà, pourquoi pas. Donc admettons que cette action a tendance à baisser. Donc je la vends tout de suite, dès que je l'achète, je la vends, j'empoche 100 balles, et j'attends 4 ou 5 jours. Admettons qu'elle tombe à 70 balles. Je la rachète, donc j'ai gagné 30 balles. Le lundi d'après, je la rends à son propriétaire, je paye 1 euro, et au total, j'ai gagné 29 euros en foutant rien. Enfin, si, j'ai fait un pari. Le pari que l'action allait baisser, parce que si l'action était montée à 110 balles après ma vente, là, évidemment, je l'aurais eu dans le baba. Donc c'est très risqué, mais je peux potentiellement gagner beaucoup d'argent. C'est ça le shorting, c'est la vente à découvert. Je parie sur la baisse d'une valeur, et j'en profite via un emprunt. Donc les échelles de valeur étant évidemment sont illustratives, en vrai ça peut aller très très vite et ça peut impliquer des milliards de dollars. Et en ce qui concerne le film The Big Short, le gros short en question, c'est le pari que Michael Burry fait dans le film, hein, que l'immobilier américain va se casser la gueule. Donc dès 2005, il est complètement contre-courant, hein, d'ailleurs, ce qu'il pense ça dès 2005, et là, cette époque-là, c'est la fête du slip, il parie que les titres sur les emprunts hypothécaires sont toxiques, hein, que c'est une bulle qui est prête à éclater. Et pendant des mois, il va parier à la baisse sur des valeurs qui ne vont cesser de monter, en fait. Et donc il va faire perdre énormément d'argent à ses investisseurs jusqu'à ce que tout s'effondre en 2008, au moment où non seulement il va se refaire, mais en plus où il va gagner des millions. Alors, faut pas croire que la vente à découvert soit une nouveauté. En fait, ça vient pas de la financiarisation récente, hein. Ça a été utilisé depuis le XVIIe siècle, régulièrement utilisé, puis régulièrement interdit, puis réautorisé. En 92, Soros gagne un pactole en vendant à découvert des milliards de livres sterling. Donc aujourd'hui, la vente à découvert, elle est encadrée, mais autorisée. Et des fonds d'investissement, le plus souvent des fonds spéculatifs, hein, qui sont pas allergiques au risque, et ils parient en permanence sur la baisse de certaines valeurs, et donc en particulier GameStop, mais aussi AMC, donc les fameux cinémas, BlackBerry, etc., voilà, et bien d'autres. C'est vrai que sur le papier, quand on écoute Tech Café, Guillaume, honnêtement, GameStop, il y a quand même, on sait que l'ADN, c'est la distribution physique de jeux vidéo et on va dire de produits dérivés. On peut se dire, la tendance, elle n'est pas vraiment à la distribution physique, elle est plutôt sur la distribution numérique. Donc, ça paraît effectivement assez impossible de contrecarrer une baisse de cette action, finalement. Sauf à ce qu'il serait à vente, évidemment. Ah, parce que c'est possible. En tout cas, dans cette affaire GameStop, en fait, hein, comme dans un bon petit plat, mon cher Guillaume, pour faire un bon petit plat, tu as 3 ingrédients principaux. Donc, la technique du shorting, cette fameuse technique-là, les réseaux sociaux et des applications de boursicotage en ligne qui sont ultra accessibles. Donc on peut rajouter un petit trait de confinement, un zeste d'Elon Musk, et vous obtenez un succulent scénario pour les Golden Globes. Quelle belle saveur. Mais oui, alors tout commence sur un forum Reddit, donc, où un mec qui se fait appeler Roaring Kitty se vante d'avoir investi $53 000 dans GameStop. Alors que bon, on est en mai 2019, comme tu le disais, oui, ça va pas fort, hein, pour GameStop. Tout le monde lui dit de vendre, mais lui, il persiste et il passe même des heures sur TikTok et YouTube à écrire sur Wall Street Bets aussi, à expliquer pourquoi il fait ça et essayer de convaincre les gens. Et c'est un personnage, hein, donc petit à petit, il forme une fanbase qui achète des titres via des applications comme Robinhood ou Webull. Elles permettent de boursicoter sans commission. Et en gros, elle gamifie un petit peu le processus de spéculation boursière. D'ailleurs, la manière dont elle se rémunère est intéressante, mais bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, de plus en plus de gens utilisent Robinhood, d'autant plus que les divers confinements, ça permet à plus de monde de passer ses journées sur Reddit et Bloomberg à la fois, qui est un combo assez inédit. Et bon, Roaring Kitty, qui est un ex-sportif, il était coureur à l'université et ex-coach financier, il devient la figure centrale d'un mouvement qui vise à faire boule de neige. Alors, GameStop est bas, mais bon, s'il y a une demande, le cours remonte un peu. Et donc ça attire de nouveaux acheteurs qui font monter aussi le cours, et ainsi de suite. Mais il en faut plus quand même, pour multiplier par 60 le cours d'une action. Et c'est là que le mouvement prend une autre dimension.
Parce qu'il y a des réditeurs qui remarquent que des hedge funds sont en train de shorter GameStop. C'est-à-dire qu'ils achètent d'énormes quantités de titres pour des milliards. Et je sais pas si c'est parce que c'est GameStop et voilà et que la moyenne d'âge de ces mini boursicoteurs est assez faible, mais ils ont senti qu'ils pourraient les battre et parce que le shorting, on l'a vu, c'est risqué. Donc la tendance de GameStop est baissière, mais elle remonte. Donc si elle remonte, on perd de l'argent. Et c'est là que ça devient intéressant parce que les fonds ont parié à la baisse. Bon. Et quand les gars de Reddit font remonter l'action, même un petit peu, ça leur fait perdre des sous. Donc ils ont deux choix. Soit ils continuent, donc ne pas racheter, voire vendre encore, mais accumuler les pertes, potentiellement très très grandes, si ça monte trop, même astronomique, soit racheter avant que ce soit trop cher. Pour continuer à parier, ils doivent se refinancer, donc souvent, et c'est pas toujours possible, mais s'ils rachètent, ils créent de la demande, ce qui fait monter le titre et emmerde tous les autres shorteurs. Donc l'effet boule de neige des réditeurs, en fait, a entraîné un effet de levier sur les fonds. C'est-à-dire certains, trop frileux, rachètent, l'option monte. Plus de réditeurs flairent le bon coup, ils achètent, ça monte. Les fonds perdent encore plus de fric, ils rachètent plus, ça monte plus, etc. Et bon, tu rajoutes à ça que des figures comme Michael Burry lui-même, donc oui, le vrai mec qui a inspiré le film The Big Short, et aussi Elon Musk, qui a tweeté GameStonk au début de l'inflexion du cours, quand Elon s'y met, tu sais ce que ça donne, n'importe quoi. Bien sûr. N'importe quoi devient populaire, n'importe quoi monte. Donc voilà, résultat des courses, GameStop a explosé comme une bonne vieille crypto-monnaie en 2018, donc elle a dépassé les $400 alors qu'elle était à $4 il y a 6 mois. En ce moment, elle est autour de 300. Et Roaring Kitty est virtuellement devenu millionnaire. Alors bien sûr, c'est marrant parce que tout ça n'a absolument rien à voir avec GameStop. Ni avec ses bilans financiers, ni avec ses perspectives, ni avec sa stratégie, tout ça on s'en contrefou. Ça aurait pu être Moltonel, d'ailleurs AMC aussi y est passé, ainsi que BlackBerry, et même le Dogecoin. Ouais, souvenez-vous... Mais en quoi Moltonel serait baissier particulièrement de manière évidente? Ah ouais, c'est vrai, tiens, peut-être que... Oui, c'est vrai, je suis con, c'est du PQ, ça peut pas baisser. Ça marche pas, au contraire, c'est hyper tendance avec le confinement. Mais bien sûr. Non, mais par contre, le Dogecoin, c'est vrai que c'était beaucoup moins évident. Alors, souvenez-vous, c'était quoi le Dogecoin? C'était une crypto-blague, C'était le token à l'effigie du Shiba Inu, la monnaie même, en fait, lancée par dérision sur l'ensemble de la ruée vers le crypto, qui est d'il y a 3 ans. Et elle a atteint les 4 cents, le Dogecoin. Alors, je sais pas, ça doit être 50 fois sa valeur du mois dernier, et l'objectif est de passer à $1. Alors, franchement, si c'est possible, tout est possible. Donc on va sortir du Covid et Elon sera couronné roi de Mars en 2030 parce que vraiment le Dogecoin à $1, ce serait extraordinaire. Ce que je touche du doigt avec cette histoire, c'est à quel point effectivement il y a, et on l'avait déjà identifié avec les crypto-monnaies, et donc le lien est évidemment une décorrélation très forte entre le sens réel des choses et leur valeur sur le plan numérique. Là, on est dans un affrontement très très net. On est aussi, je pense, dans un conflit de génération quelque part par rapport à cette situation où le monde de la bourse est un monde qui est plutôt... Allez, je vais faire des grandes caricatures, mais plutôt axées sur des personnes installées, un peu plus seniors, là où le numérique est un petit peu plus embarqué aujourd'hui par des générations un peu plus jeunes. Vraiment, encore une fois, prenez avec des gros guillemets, des grosses pincettes ce que je suis en train d'écrire, mais j'ai l'impression que on arrive à une période où il y a une confrontation de ces deux mondes et où évidemment, il y a en face des victimes, des dommages collatéraux sur ces éléments-là. Toi, c'est quoi ton pari sur l'avenir? Est-ce que tu penses que les actions à la GameStop, AMC et compagnie vont se multiplier et il va y avoir toute une série de mouvements par rapport à ça? Est-ce que tu parierais sur... parier sur... Est-ce que tu parierais sur plus de régulation au sujet de ces mécaniques de paris? C'est compliqué, Alors parce que évidemment, globalement, tout le monde a paniqué. Tu vois, les financiers qui n'ont pas trop compris ce qui se passait. On le sent, ouais. Les politiques qui n'ont pas trop compris ce qui se passait. Même les acteurs qui sont derrière ce mouvement-là, qui justement, eux-mêmes, on le sent, ils sont effectivement un peu en panique. Ils sentent bien qu'ils ont créé un truc qui était plus gros que leur intention, probablement pour une bonne partie d'entre eux. Il y a les plateformes qui ont Discord, qui ont été un peu dépassé par l'ampleur pris par certains groupes, et Robinhood aussi, l'auteur principal de ces Robin des Bois entre guillemets de Reddit, parce que il y a une problématique intéressante là-dessus, ou là-dessous, je sais pas, comme vous voulez. Robinhood, donc c'est le nom de Robin des Bois en anglais, avec le hood comme capuchon, en fait, et pas comme bois d'ailleurs. C'est Robinhood, capuchon, avec cette idée de se cacher, d'être hors la loi. Donc la traduction Robin des Bois, peut-être c'est une erreur, ou alors c'est juste plus poétique que Robin capuche, je sais pas. On s'en fout parce que l'idéologie, on la connaît bien, c'est prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et l'affaire GameStop peut être
être perçu, oui, comme un coup boursier contre les hedge funds, avec un transfert de fric de Wall Street vers les petits porteurs. Et dans cette rhétorique, la décision de Robinhood de couper les transactions sur GameStop, et une dizaine d'autres valeurs volatiles d'ailleurs, a été perçue comme une contre-attaque de l'empire de Wall Street. Voilà, les gros porteurs habituels. Je pense il faut peut-être s'attarder vraiment sur cet élément-là des choses, c'est qu'il y a les acteurs qui ont en gros facilité l'achat d'actions, ces mouvements boursiers par cette communauté sur Reddit, ont au bout d'un moment fermé les portes sur ces actions, ou en tout cas limité. C'est un peu comme quand les iPhones sortent, tu peux en acheter qu'un ou deux dans l'Apple Store. Là, ça a été la même chose, ils ont limité les achats, et évidemment, il y a des spéculations. Est-ce que c'était une demande, est-ce que c'était juste ou pas juste, surtout, puisqu'on sait qu'il y a eu des demandes des régulateurs par rapport à ça. Et ça, c'est un sujet important, effectivement. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, même Alexandria Ocasio-Cortez a interpellé la boîte pour dire qu'il était inadmissible que les petits porteurs soient empêchés d'agir alors que les gros fonds le peuvent encore. C'est logique, en effet. Mais bon, malgré les velléités nombreuses de class action, Robinhood est sans doute dans son bon droit, à mon avis, parce que comme d'hab, c'est une entreprise privée, donc je serais surpris qu'il n'y ait pas dans les CGU une clause qui stipule qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et bon, Robinhood n'a pas été très clair, c'est vrai, par ailleurs, sur les raisons de leur action. Alors d'où ça vient oui, ça pourrait venir de la manière dont Robinhood se finance, parce que, revenons-y, comme toujours ou presque, une part importante de leurs revenus proviennent des données. Donc pour les applis, c'est souvent les données. Alors là, c'est pas précisément ta marque de soda favorite, mais c'est ce que les utilisateurs vendent et achètent sur la plateforme. C'est des données qui sont très granulaires, qui sont très précises dans le temps, et elles sont achetées par des gros fonds d'investissement standards, en fait, des vrais gros fonds, qui ensuite font du trading haute fréquence en faisant des petites marges sur toutes les petites fluctuations qui peuvent être prédites du comportement des petits porteurs. Donc c'est comme ça, c'est ça la paramètre. Donc en fait, elles vendent Robinhood vend des données. Et en fait, Citadel, qui est un des plus gros clients de Robinhood, est un prêteur d'un autre fonds qui s'appelle Melvin Capital, qui shortait GameStop. C'est un fonds qui a perdu 4,5 milliards de dollars dans cette histoire. Pourtant, la raison, elle pourrait être aussi toute simple, en fait, c'est les régulations, parce que la SEC, dans la Security and Exchange Commission, aux États-Unis, impose un certain nombre de règles et un cadre législatif particulièrement imbitable que tout courtier doit suivre. Et la volatilité d'un titre, ça pose aussi des problèmes au courtier lui-même, qui se doit aussi de gérer son propre portefeuille et ses propres dettes. Donc c'est pas complètement clair que la conspiration soit la meilleure explication, parce que finalement... peut-être pas la plus simple, mais bon, évidemment, moi j'en sais rien de manière concrète, quoi. Je dis juste qu'il y a plusieurs explications possibles. Donc c'est peut-être pas la meilleure explication d'ailleurs, mais tout compte fait, l'image du Robin des Bois non plus, en fait. Parce que il faut bien se rendre compte d'un truc, dans ce machin-là. Est-ce que les petits ont pris leur revanche sur les gros? Tout compte fait. Tout compte fait, sans doute pas. Parce que, prenons Roaring Kitty. Roaring Kitty, sa fortune a atteint 48 millions de dollars. À partir de ces 53 000 balles avec GameStop. Mais en fait, non, c'est pas des dollars qu'il a, parce que Kitty, il est riche qu'en actions. S'il veut toucher du cash, il va devoir les revendre. Or, tout le monde sait bien que rien dans GameStop ne justifie une action à 300 balles. Ce prix est totalement abstrait. Tôt ou tard, il sera corrigé, et sévèrement. Alors quand les nouveaux riches vont vouloir palper leur blé. Donc les premiers vendeurs, donc sans doute des gros, en plus, ils vont vendre plein d'actions. Donc l'action va commencer à baisser, et tout le monde va finir par vendre le plus vite possible, en faisant éclater la bulle. Donc l'action, elle va passer probablement sous la barre des 10 balles. Ceux qui n'auront pas vendu suffisamment vite n'auront rien gagné, ils auront même perdu s'ils ont acheté trop tard. Mais dans l'intervalle, les hedge funds qui auront shorté au bon moment vont gagner des centaines de millions. Au total, finalement, je pense que très peu de petits porteurs réussiront à devenir riches. Le principal transfert de fonds, il va s'effectuer entre fonds spéculatifs. Ceux qui auront acheté au pire moment contre ceux qui auront shorté sur la fin. Schéma traditionnel, en fait, où ceux qui se positionnent au bon moment gagnent sur ceux qui arrivent trop tard. Donc je pense qu'il est très discutable de considérer que le système boursier puisse, avec Robinhood, ou même avec Robinhood, devenir un outil égalitaire où tout le monde y gagne. C'est peut-être par contre le moment de se demander si ce système est vraiment très sain et bon pour la société. Ouais, c'est une vraie question dans laquelle on va pas se lancer, je pense, toi et moi, Guillaume. On va pas aller plus loin dans la formulation de la question. Nous non, mais c'est vrai que voir la bourse se transformer en casino géant en plein jour, au vu et au su de tous, sur Reddit en plus, c'est pas précisément un réseau secret, ça interpelle, et aussi bien la population que les politiques. Donc, est-ce que ce serait pas l'occasion de revoir les règles du jeu? Donc il y a Sherrod Brown, qui est sénateur de l'Ohio, et futur chef du Banking Committee au Sénat, qui veut une audition sur l'état du marché, je cite, après ces semaines très tumultueuses, tout comme d'ailleurs Maxine Waters et Elizabeth Warren. Donc tout s'appelle à plus qu'une enquête en fait sur l'affaire GameStop, mais plus profondément sur le système boursier, sur les possibilités de dérive, qui sont anciennes et nouvelles d'ailleurs, ou éventuellement ouvertes par les plateformes sociales et aussi les nouveaux types de courtiers. En tout cas,
si de nouvelles règles financières découlent de tout ça, moi je voudrais bien qu'elles s'appellent les lois GameStop, parce que ce serait absolument formidable. Non seulement ce serait marrant, mais en plus ce serait GameStop, tu vois, on arrête de jouer. Ça irait super. Ça irait super. Oui, j'avais pas tilté, effectivement. Et pourtant, on peut dire qu'il y en a eu du jeu cette fois-là, et même du beau jeu cette semaine. Ça a été magnifique de la part des rééditeurs. Et d'ailleurs, franchement, GameStop n'aura jamais aussi bien porté son slogan, c'est Power to the Players. Ah oui, effectivement. Vous le retrouvez en couverture de cet épisode. Allez, pour peut-être conclure et arriver à faire un petit lien, c'est rigolo de voir que une des raisons pour lesquelles il y a aussi une hype autour de Clubhouse, c'est que Elon Musk est intervenu dans Clubhouse hier et a donné la parole à Tenev, qui est le fondateur justement de Robinhood, et il essayait d'en savoir plus sur les mesures qui ont été prises par l'entreprise pour empêcher les utilisateurs d'acheter des actions GameStop, et en retour il a expliqué comment les organismes de réglementation avaient justement exiger des actions par rapport à ça pour éviter la volatilité du marché. C'est un sujet hyper intéressant qui forcément laissera place, on le sait maintenant effectivement, à un film, mais qui fait aussi date. Ça fait partie de ces grands enjeux de société qu'on suit dans Tech Café avec un angle tech très affirmé. On parle beaucoup d'argent, Guillaume. On va continuer avec cette seconde rubrique de l'épisode parce que, alors moi je suis toujours un petit peu paumé sur les calendriers, mais en tout cas les entreprises sont en pleine période où ils communiquent leurs résultats financiers. Évidemment, c'est très intéressant quand on suit des entreprises tech de savoir comment est-ce qu'elles se portent. Guillaume, quelle est la météo financière des entreprises de la tech ? Et ouais, encore du pognon, on s'en sort pas, hein. C'est ce qui fait tourner le monde, mon pauvre. Donc c'est le moment des résultats financiers. Soutenez-nous sur Patreon, hein. D'ailleurs, c'est le moment où je vais le dire. C'est exactement ça. Donc ouais, alors c'est le moment des résultats financiers, c'est pour l'année fiscale 2021, c'est le 4e trimestre 2020, et voilà, pour la tech, écoute, ça va pas mal, hein, puisque Microsoft a donné des résultats du dernier trimestre qui affiche un chiffre d'affaires de 43 milliards, bénéfice net de 15 milliards, 33% de hausse. Donc Surface et Azure sont toujours en croissance, et même le secteur non pro en fait, hein, pour Windows sur les PC de base, c'est quand même 24% de hausse, donc la demande reste très forte, hein, et pour Office 365 aussi, 28% de hausse, voilà, c'est sans doute merci la pandémie aussi, hein. D'ailleurs, pareil pour Xbox, qui est en super croissance, c'est pas très étonnant, hein, avec l'arrivée des Series, puisque il y a des nouvelles machines, donc ça repart. En tout cas, s'ils arrivent à en fabriquer, elles partent. Mais le contenu Xbox... J'en ai vu une chez Leclerc. C'est pas vrai, tu l'as acheté, j'espère. Non, j'ai pas le budget pour acheter une Series X, et surtout j'ai pas le temps d'y jouer. Mais elle trônait comme ça au-dessus de l'accueil, et j'étais très étonné qu'elle soit restée aussi longtemps, puisque la personne a mis du temps à me répondre à l'accueil. Pardon, je raconte ma vie, excuse-moi. Étrange. En tout cas, le contenu Xbox aussi, peut-être que lui, le carton est en était hausse, vide. 40%, à mon avis, le carton était vide, c'était juste pour attirer les gens. Enfin bon, voilà, donc il y a Samsung aussi, qui est, c'est bon aussi, 32 milliards de bénéfices. Samsung a fait plus de frais qu'en 2020 qu'en 2019, malgré la pandémie. Donc en particulier, c'est la demande pour les écrans, la mémoire, hein, qui reste très forte, donc la demande de composants en général d'ailleurs. Et puis il y a la généralisation de l'OLED aussi, qui est très bonne pour lui, puisqu'il commence à fournir plein de concurrents en fait, hein, tout simplement, qui veulent des écrans souples. Bon, il réduit aussi ses pertes dans les télévisions, sur le secteur des télés, et puis il espère bien évidemment que le S21 va se vendre par wagon entier, hein, malgré ce qu'on a dit au début de l'émission. Désolé à Samsung. Quant à Tesla, il est dans le vert, avec 10,74 milliards de chiffre d'affaires, il excède les attentes, mais il poste aussi un bénéfice net de 1,154 milliards, c'est cool, surtout si elle compare avec les 665 millions de pertes de l'an dernier, mais il y a un petit hic pour Tesla. Oui, parce que c'est pas que les voitures qui leur font tous ces bénéfices, Guillaume. Et non, c'est très très intéressant ça, parce que en fait, Tesla ne gagne pas encore d'argent en vendant des voitures, c'est quand même con pour un fabricant de voitures. Paradoxal, ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans 11 États américains, hein, les fabricants de bagnoles sont obligés de vendre un certain pourcentage de voitures zéro émission, comme prendre électrique. Hein. Donc en gros dans les 15%. Donc s'ils n'y arrivent pas, soit ils ont des pénalités, et du coup une mauvaise pub, soit ils sont obligés d'acheter des crédits à des constructeurs qui eux atteignent leur but. Et Tesla, ils vendent que des voitures électriques, et du coup, il est subventionné par ses concurrents depuis au moins 2013, de cette manière-là. Donc c'est pas nouveau, mais cette année, ça bat tous les records, puisque 1,58 milliard de rentrées viennent de cette seule source, soit 3 fois le montant de l'an dernier. Donc il y a très gros à parier que sans ça, Tesla aurait essuyé des pertes encore cette année. Donc c'est difficile à concevoir, mais pour l'instant, Tesla, c'est plus un vendeur de crédit écolo, hein, qu'un vendeur de voitures. Donc c'est quand même assez dur pour une boîte valorisée autour de 880 milliards. Voilà, quand on parle d'actions surévaluées, hein. Bon,
Enfin, en tout cas, pour finir ce truc financier, et pour parler malheureusement un petit peu de Huawei, qui lui est pas surévalué, les sanctions américaines se font désormais bien sentir, et là où je pense, puisque 42% de ventes en moins, donc ils passent de la première à la 6e place, hein, on avait dit que cette première place sera éphémère, tu parles. Donc voilà, c'est pour les plus gros vendeurs de smartphones, hein, 6e place des plus gros vendeurs de smartphones. Mais il y a pire, parce que les ventes, ces ventes en berne, en fait, de cette année, elles incluent celles de la marque Honor. Ce qui ne sera pas le cas pendant très longtemps, puisqu'ils vont se séparer de cette marque. Ce qui veut dire que la prochaine fois, on pourra s'attendre à un score qui sera amputé encore d'un bon tiers ou d'un petit tiers. Et donc, voilà, ça augure rien de bon. J'ai quand même le sentiment, en tentant de conclure cette situation avec Huawei, c'est que Donald Trump a assassiné la marque. J'ai le sentiment, moi, quand je vois ça avec mes clés de lecture, c'est que même non, si... c'est pas un assassinat, c'est un gros coup de pied dans les couilles, mais je pense pas que ce soit vraiment un assassinat. Ah, ça fait mal quand même. Ah oui, tu mets du temps à t'en relever, mais bon. Oui. Alors, effectivement, tu as raison, le terme d'assassinat, qui, d'un point de vue juridique, est tout simplement la définition du meurtre avec préméditation, est sans doute exagéré parce que Huawei n'est pas mort. Cependant, c'est quand même, je pense, marquant de voir leur situation aujourd'hui qui est uniquement principalement la conséquence de ces décisions politiques. Et quand même, il faut s'imaginer que c'est pas parce que un Joe Biden lèverait les interdictions et les contraintes qui ont été mises en place, qui est pas certain du tout en fait, ou en tout cas on ne sait pas quand ni si ce sera fait. Je suis pas certain que ça redresserait fondamentalement la situation de Huawei. Est-ce que tu penses toi que une administration américaine qui remettrait les relations un peu plus saines avec les entreprises tech chinoises, est-ce que ça amènerait Huawei à vraiment se relever, tu penses? Ah s'ils ont de nouveau le droit d'utiliser Android, ça va leur faire du bien, ouais, quand même, hein, je pense. Mais est-ce que tu penses pas que l'inconscient collectif des consommateurs a clairement banni cette marque? Ça va, il y a un déficit d'image qui, voilà, Huawei, ça a été pendant un moment, et ça sera encore pendant un moment, un téléphone à éviter, bon, voilà, pour ces raisons-là. Bon, voilà, ça va rester un petit moment. Il y a une grosse perte d'image, ça restera un gros coup. Après, évidemment, il pourra s'en relever d'autant plus facilement si on lui permet de réutiliser les logiciels ou pas. Enfin, bon, évidemment, c'est compliqué. Après, voilà, faut pas enterrer Huawei, mais c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment. C'est complexe, il y a beaucoup de paramètres en jeu. On va s'intéresser un petit peu aussi à des acteurs qu'on aime bien parler dans Tech Café, et puis c'est toujours croustillant de savoir ce qui se passe parce que la conjoncture est un petit peu difficile pour Facebook. Alors non pas qu'ils soient vraiment en risque, mais eux-mêmes se sentent inquiets, hein, ils le font savoir, Guillaume. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Apple, tiens, pour Apple, ça roule très bien aussi, hein, ils postent pour la première fois un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards sur un trimestre. Donc c'est quand même pas mal, 65 milliards pour les iPhones d'ailleurs, c'est 5 milliards de plus qu'attendu, avec une base d'utilisateurs qui atteint le milliard. Ouais, tu vois, tu n'es pas seul. Le service aussi, évidemment, les services sont en hausse de 24%, les Mac de 21%, donc franchement ça va, pour lui, pas trop de soucis. Mais c'est vrai que Facebook est inquiet par contre, et c'est normal, hein. La conjoncture est difficile pour nous tous. Voilà, c'est une incertitude difficile à supporter qui nous ronge depuis trop longtemps déjà. Pourtant, jusqu'ici, ça va pas trop mal non plus, quand même. 28 milliards de chiffre d'affaires au 4e trimestre, 1,84 milliard d'utilisateurs actifs au quotidien et 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. C'est même plus qu'espéré. C'est quand même incroyable. Enfin bon. Que va nous réserver le futur? Surtout avec cette année nouvelle maladie, hein, cette maladie de vouloir préserver ses données personnelles, de pas vouloir être traqué tout le temps. C'est vrai, surtout l'autre là, hein, l'Apple là, qui fait son gentil avec son iOS 14, alors qu'en fait, il fait ça rien que pour nous embêter. Team Apple. C'est que le temps est venu, hein, pour changer le business de l'IDFA, donc on rappelle, hein, c'est un leur rendant très facilement inopérant pour pratiquement tout le monde, puisque en gros iOS 14, on le rappelle, va vous poser la question, est-ce que vous voulez être traqué? Et donc il y a peu de chances que les gens répondent oui par défaut, mais bon. Donc c'est bon pour la vie privée, mais c'est mauvais pour le business, et donc pour votre portefeuille, selon Facebook, qui pointe, hein, comme on l'avait déjà dit, hein, les revenus pubs moindres et donc moins de contenu gratuit. Il va d'ailleurs commencer à diffuser via son application un message pour essayer de convaincre les gens de dire oui. Et oui à Facebook, évidemment. Mais bon, surtout, Facebook voit désormais Apple comme un compétiteur direct, donc moins pour la pub que pour la messagerie, d'après lui. Hein. C'est iMessage versus WhatsApp. Quoi qu'il en soit, il se range aux côtés d'Epic et de Spotify, hein, pour dénoncer un abus de position dominante d'Apple. Une procédure judiciaire est même à l'étude. Mais bon, il y a certains employés qui se sont demandé si c'était une bonne idée parce qu'ils ont peur que Facebook ne fasse pas une victime très crédible.
Bon, parce que voilà, tu vois, Google va souffrir aussi, hein, et parce que Google va aussi cesser d'utiliser l'IDFA sur iOS 14, tout pareil. Si tu notes bien d'ailleurs, ça fait partie des arguments qui sont utilisés par Facebook. Ils ne se présentent jamais comme étant eux-mêmes en danger. Ils disent que les petits commerçants, les professionnels sont en danger. Et c'est d'ailleurs à eux qu'il donne la parole ou qu'il met en scène pour exprimer les inquiétudes. Hein. Oui, bah, c'est ce que dit Epic, mais Epic, il est aussi victime de ça. Et surtout, s'il commence à dire Facebook est en face de WhatsApp, en gros, hein, est en face de iMessage, donc c'est un concurrent, donc ça veut dire qu'ils sont aussi victimes. Tu remarques que Google souffre, mais lui, il n'en fait pas tout un plat. Et bon, à tout ça, Tim Cook, sans nommer personne, hein, a donc répondu, et il parle de business trompeurs, de choix qui n'en sont pas, d'algorithmes destructeurs et d'irresponsabilité chronique qui fragilisent le fondement même de notre société. Bon, effectivement, c'est vrai que je sais pas si Facebook ferait vraiment une victime crédible. Non. En fait, non. Spontanément, tout ce temps qu'on est, ça fait pas très très crédible de toute manière. Justement, alors on va continuer à parler un petit peu de Facebook parce que il y a des évolutions sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils vont faire des choix qui vont être à même de toi te faire créer ton compte Facebook, Guillaume, va savoir. Bah évidemment, bien sûr. Alors oui, Facebook, en attendant, il essaie quand même d'y aller plus mollo avec la politique. Hein, donc il y en aura moins dans le newsfeed et l'algo ne recommandera plus non plus les groupes dédiés aux questions sociales et politiques. Il faut dire que d'après le Wall Street Journal, des chercheurs de Facebook eux-mêmes ont écrit un rapport en août dernier dans lequel ils expliquent que 70% des 100 groupes les plus actifs sont non recommandables à cause de problèmes d'infox, de discours haineux et de harcèlement. Bon. Donc c'est quand même dommage pour un réseau social qui s'est justement réorganisé autour des groupes il y a 2 ans de ça. Et c'est pas d'hier en fait, hein. Déjà en 2016, on savait que 64% des gens qui rejoignaient le groupe extrémiste le faisaient via les recos Facebook. Bon. Et justement, d'ailleurs, en parlant de questions sociales et politiques, hein, la Cour suprême de Facebook vient de rendre ses 5 premiers verdicts. Et oui, on en avait parlé de cette Cour suprême dans le précédent épisode, oui, de Tech Café. Enfin, une mise en œuvre concrète de cette institution. Alors, ça a donné quoi ? Alors, Donald Trump n'a pas encore été traité, hein, mais c'est des sujets qui sont quand même variés, délicats, et dans 4 cas sur 5, elle conteste la décision originale de Facebook. Donc dans le détail, il y a un cas assez simple, bon, il implique des photos de seins illustrant des cancers, donc il n'y avait aucune raison de se faire virer. Et après, il y a des cas plus compliqués, donc il y a un commentaire sur les musulmans fait par un utilisateur au Myanmar, il y a un commentaire sur les Azerbaïdjanis, ouais, je pense qu'on dit comme ça, oui, on va le dire comme ça. On va dire comme ça. Et voilà, et les Arméniens, il y a une citation de Joseph Goebbels, et il y a un Français, Cocorico, qui critique le gouvernement interdisant l'usage de la chloroquine. Bon. Des sujets variés avec des contextes très différents et des conclusions qui étonneront, enfin ou pas, hein, selon les sensibilités. Donc 5 cas d'exclusion, un seul maintenu. Bon, en même temps, c'est une cour d'appel, donc sur des cas de modération, donc c'est pas vraiment étonnant. C'est assez tôt, hein, c'est beaucoup trop tôt, je pense, pour dire quoi que ce soit de plus, en fait, sur cette cour. Si ce n'est qu'elle va avoir beaucoup de boulot, je rappelle, 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels. Bon, l'existence de cette cour est sans doute positive, hein. Est-ce qu'elle aura une influence au-delà de quelques cas à la marge ? Bah écoute, on verra bien. On va s'intéresser aussi à la situation de Nintendo, ce qui va nous amener par la suite encore à enchaîner vers une rubrique jeux vidéo traditionnelle, mais surtout avec des résultats pour la Switch qui sont édifiants une fois de plus. Ouais, bah Nintendo est à fond la caisse, hein. Ses ventes de consoles sont au beau fixe, 36% de hausse par rapport à la même période l'an dernier, donc les 3 premiers trimestres. La Switch Lite est en très grande forme, le profit aussi, hein, il double par rapport à l'an dernier, c'est fantastique, c'est son meilleur trimestre depuis 2008. C'est tellement stellaire que quand on lui demande si une Switch Pro est à l'étude, Nintendo ils répondent pas en fait, le genre, bof, pourquoi faire, franchement. Donc rendez-vous compte, la Switch s'est vendue à presque 80 millions d'exemplaires. C'est vraiment ça, c'est vraiment bof pour faire, quoi. Ça donne vraiment ce sentiment. En tout cas, c'est vrai, c'est un peu presque, oui, c'est l'impression qu'on a, quoi. Et bon, oui, donc 80 millions d'exemplaires, plus que la 3DS. Ce sera plus que la Game Boy Advance l'an prochain, et peut-être même plus que la Game Boy tout court, qui culmine quand même à 118 millions. Et en tout cas, ce sera sans doute l'an prochain, enfin à la fin de l'année, là, plus que la Wii, avec quand même 101 millions. Donc voilà, Nintendo fonce à tombeau ouvert sur les routes de la montagne du succès, hein, si ce n'est un léger dérapage. Donc c'est un dérapage très désagréable, hein, celui du Joy-Con, le drift, qui est fort célèbre, et qu'une proportion un peu élevée de joueurs ont rencontré. Donc l'UFC Que Choisir a demandé des expertises d'ailleurs sur les Joy-Con. Et selon ces expertises, il n'y a pas de doute, c'est un peu du caca, les Joy-Con, hein, usure prématurée des circuits intégrés, étanchéité douteuse qui permettent aux miettes de Choc-à-Pic et de cookies de s'accumuler dedans. Bon, voilà, pour l'UFC, c'est un produit qui est mal conçu, et la DGCCRF a été appelée, Nintendo se devrait de réparer gratuitement les manettes défectueuses.
Bon, Nintendo a présenté ses excuses, hein. Des excuses c'est bien, des manettes qui marchent c'est mieux. En plus, bon, Nintendo aurait les moyens, je pense, de faire un petit peu de plus, ce sera un petit peu de plus positive, hein, comme ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils le feront pas à moins d'y être contraints. C'est pas trop des généreux, c'est chez Nintendo. Ouais, ça pue le scandale de toute façon, et sur le plan technologique, c'est quand même affligeant, je trouve moi, de continuer à commercialiser ces Joy-Con avec ces craintes-là. Tu sais que l'autre jour, je me baladais dans le rayon jeux vidéo de mon supermarché favori, et je me suis rendu compte, alors peut-être que je les avais jamais vus, peut-être qu'ils sont enfin dispo, ou peut-être que ça vient de sortir, vous me direz, mais les Joy-Con individuels. Donc jusque-là, on pouvait racheter la paire de Joy-Con pour 70 €, si je dis pas de bêtises. Ce qui est cher quand même. Bon, c'est un morceau quand même complet de la console. Alors, il manque l'écran, il manque le processeur, il manque tous les éléments centraux, mais c'est vrai que c'est un élément important, les manettes. Bon, 70 €. Et tu peux racheter uniquement le Joy-Con défectueux du moment pour 40 €. Je trouve que c'est là aussi un argument qui pue le scandale, en fait, moi de mon côté, quand je vois ces Joy-Con individuels commercialisés, pour que ça revienne encore plus cher que d'acheter une paire de Joy-Con. Bon, ce truc est un scandale, je pense que je ne le répéterai jamais assez. On va plutôt passer à la rubrique jeux vidéo, la vraie, la 100% pure jus. Juste un petit mot pour dire que le mode multijoueur sur Switch changerait de moteur. Là, a priori, il serait quand même les serveurs, les technologies qui seraient utilisées par Nintendo pour les parties multijoueurs seraient quand même sur des très très vieilles technos. Ils sont en train de faire un changement très très progressif. Tant mieux, on peut attendre que ça, parce que c'est vrai que la Switch n'est pas réputée pour ses qualités d'interaction en multijoueur. Il y a sans doute beaucoup à faire. Un petit mot sur Stadia aussi, Guillaume, je pense que tu as vu cette info, que Google ferme ses studios internes, donc ceux qui étaient amenés à produire des jeux vidéo exclusifs pour Stadia. Tu as été le premier, je sais pas si c'était le premier, mais en tout cas tu as été la voix la plus forte dans le podcast pour alerter sur Stadia et le fait que c'était pas vraiment un truc viable, surtout quand on voit les actions incroyables de la part de Microsoft pour acquérir beaucoup de contenus qui vont être mis à disposition via des abonnements. Tu penses toi aussi que c'est un clou dans le cercueil de Stadia qui vient de se planter ? Il semblerait que il semblerait que les consoles, en fait, aient encore de beaux jours devant elles, quoi. Hein. Entre la Switch qui s'arrache et la PlayStation 5 qui s'arrache aussi, d'ailleurs même littéralement, hein, puisque comme on l'a vu au Japon, avec une semi-émeute dans un magasin de Yodobashi à Tokyo, qui a mis en vente 300 exemplaires. Écoute, moi je parierais que c'est pas la dernière génération de consoles. Parce que le cloud gaming, ouais, c'est encore le début, manifestement, c'est pas simple. Hein. Google, ça peut pas dire que ce soit une petite boîte qui soit fragile financièrement. Et pourtant, ouais, ces ambitions de console dans le cloud semblent bien lointaines, hein, alors qu'en fait, c'était quoi, il y a 1 an et demi? C'est ce qui étonne le plus, moi, c'est ce qui m'étonne le plus, c'est quand on apprend que Stadia ferme, il ferme ses structures de Los Angeles et de Montréal, donc c'est quand même 150 développeurs, que Jade Raymond quitte la boîte, donc c'est quand même une star du milieu, elle a été mise très très en avant, hein, à la conférence fin 2018, hein, souvenez-vous, fin 2018, un autre monde, hein, tout le monde minait du Monero à l'époque, puis on se faisait la bise. On pouvait aller boire des coups au parc en soirée. Ah non, on m'informe que c'est illégal, désolé, pardon. Mais bon, bref, je suis perplexe. Google a créé 2 studios et les ferme au moins de 2 ans plus tard. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent à un temps aussi court, de toute façon? N'importe quel exclu qui tienne la route face à la concurrence aurait demandé 4 ans de boulot. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs pendant ce temps? Qu'est-ce que vont devenir tous ces projets en cours? Bon, en gros, c'est vrai que c'est une débandade. On appelle un chat, hein, Minou? Enfin, surtout toi, parce que moi j'ai pas de chat. D'ailleurs, il s'appelle comment ton chat? Il s'appelle Raymond. J'adore. Ceux qui jouent Animal Crossing sauront pourquoi. J'adore. Mais bon, donc non, appelons un chat Raymond, donc parce que Stadia n'est pas mort, hein, il aura plus d'exclus du tout, au lieu d'en avoir très peu. Et franchement, soit Google ne comprend pas comment ça marche et pensait vraiment pouvoir faire de l'ombre à Sony en moins de 2 ans à partir de que dalle, soit c'est une vraie cata commerciale, c'est-à-dire qu'ils ont si peu d'abonnés qu'ils arrêtent les frais. En tout cas, ils indiquent un changement de stratégie, hein. Ils vont aider les devs à utiliser le cloud gaming, et c'est peut-être pour le mieux, parce que la technologie est robuste, hein, ça marche, et Google pourrait très bien devenir un fournisseur de services, et ça leur irait comme un gant, en fait. Bon, après, pour ce qui est du magasin Stadia, pour l'instant, il continue, hein, le catalogue pourrait continuer de s'étoffer, mais bon, entre Amazon et Microsoft, dont le plan, finalement, est de racheter le monde entier, ouais, avec le modèle éco de Google, pas sûr qu'il fasse très long feu, quoi.
il y a des sources proches des développeurs Stadia. Alors bon, tout ça est rapporté par la presse, donc à prendre avec des pincettes, mais qui aurait dit que Google c'était un très mauvais endroit pour faire des jeux. Imaginez-vous Amazon, mais avec encore moins de ressources. Ça m'a fait sourire. Un petit mot du côté de la distribution d'Epic, Guillaume. Ouais, c'est une bonne nouvelle, hein. De plus en plus de gens utilisent l'Epic Game Store. Alors la mauvaise nouvelle par contre, c'est que pas beaucoup de gens achètent des jeux en fait sur l'Epic Game Store avec de l'argent. Oui, parce que c'est pas une nouvelle qui est très étonnante hein, pour tous ceux qui ont un backlog de 60 titres exclusivement abondés par des promos gratuites hebdomadaires. Quantitativement, ça donne 160 millions d'utilisateurs, 160 de plus que l'an dernier, pour 265 millions d'achats contre 251 millions l'an dernier. Donc il y a un petit différentiel. Et Epic serait-il trop généreux ? Bah oui, évidemment que oui. Donc il faut réfléchir à une stratégie à long terme, hein, au-delà de la danse des 7 voiles, hein, pour amener du monde. Et la première étape, c'est peut-être d'augmenter la taille de son catalogue. Donc si vous voulez faire une blague graveleuse avec un truc plus gros, voilà, c'est ce qui serait forcément mieux et qui pénétrera mieux le marché, lâchez-vous. Hein, de toute façon, moi je suis mature. Donc comment le faire grossir ? Je suis mature, j'ai dit. Eh bien, en facilitant la publication sur la plateforme. Comme pour les indés, l'auto-édition va devenir plus simple, plus facile, hein, et Epic va essayer de devenir comme Itch.io ou un peu comme Steam. Ce qui va dire que peut-être un jour vous aurez Prison Simulator comme jeu de la semaine, écoute, pourquoi pas ? Oui, mais sauf que la plus-value de l'Epic Game Store, c'était pas justement, contrairement à Steam, d'avoir quelque chose d'hyper qualitatif avec des expériences très complètes et pas trop de niveaux étalés de qualité comme on peut en trouver sur Steam. L'équilibre est difficile. Ils vont s'y essayer en tout cas. Le studio Dontnod qui reçoit des sous-sous, beaucoup de sous-sous, Guillaume. Oui, Dontnod reçoivent 30 millions de la part de Tencent et ils en sont très contents. Ça leur permettra de développer les nouvelles propriétés intellectuelles, de nouveaux trucs et qu'ils ont envie de faire. Et donc c'est plutôt cool. Bon, alors évidemment, c'est pas la. Enfin, Tencent, ils arrosent un peu tout le monde. C'est assez impressionnant puisqu'ils rachètent un petit peu et ils investissent beaucoup. Bon, c'est quand même très cool pour les gens de Dontnod, quoi, qui est un bel appel de fonds. Enfin bon apport de fonds. Ils ont fait notamment Twin Mirror là, donc j'avais vu ce jeu passer qui m'a l'air sacrément créatif. Il faudrait que je me plonge dedans. Un petit mot sur Plex, c'est un peu mon chouchou hein, sur les distributions de médias parce qu'ils ont innové quelque chose, Guillaume. Oui, je sais que je t'aime bien Plex, c'est pour ça que j'avais mis ça aussi. Parfois, mais bon, quand même, parfois, je regarde des produits, des logiciels, des jeux, des films, enfin des trucs qui ont demandé un gros paquet de boulot et un gros paquet de pognon, et je me demande juste pourquoi. Donc, quand j'ai entendu parler de Plex Arcade, je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai lu à propos de Plex Arcade, je me suis surtout dit pourquoi. Parce que imagine l'absurdité du truc. Tu installes Plex, donc tu installes un RetroArch hein, sur un serveur, et après tu peux streamer tes jeux émulés. Et puis aussi quelques jeux Atari qui sont offerts dans l'abonnement payant au service. Donc voilà, tu peux streamer tout ça où que tu sois. Alors je sais, dit comme ça peut paraître cool, nonobstant les crises au moment de la configuration et la pauvreté fonctionnelle du système où on peut même pas faire un save state. Mais bon... Avéré, ouais. Et réfléchissons, Plex ne supporte que des vieux trucs jusqu'à la Nintendo 64, hein, c'est-à-dire à 90% des consoles qui peuvent être émulées sur une montre ou un frigo à l'heure actuelle. Hein. Donc pourquoi s'infliger un input lag en passant par une connexion Wi-Fi utilisant des centaines de mégaoctets par heure pour afficher un jeu qui pèse 100 kg tout mouillé et qui est émulable localement ? Je sais pas, donc je vous le demande, et je le demande à Plex, qui en retour lui demande quand même $5 par mois pour utiliser ce service. La réponse effectivement elle est pour moi dans la simplicité théorique du service, c'est-à-dire que si vraiment tu veux pas te prendre la tête et que tu veux y accéder simplement à ton rétro gaming, ça pourrait être cool, mais effectivement l'expérience utilisateur m'a l'air désastreuse. Il y a un coût qui est loin d'être négligeable et c'est tellement pas l'esprit Plex en plus, c'est une tentative de déployer le service sur d'autres créneaux qui est parfaitement discutable, je trouve. Donc je ne les défendrai pas à tous les prix, Guillaume, ne t'inquiète pas. On va aussi parler de consoles de jeux vidéo un peu particulières, des consoles avec 4 roues et dont la marque commence par TES et finit par là, Guillaume. Et oui, parce que la nouvelle Plaid Model S de Tesla intégrera une grosse console de jeu, voilà, comparable à une PlayStation 5, il semblerait. Alors ça peut paraître assez fou comme ça, mais bon, la voiture elle part quand même à 80 000 balles, hein, donc le GPU c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Et The Witcher 3 sera compatible. Voilà, la voiture aura 3 écrans, un pour le tableau de bord, un pour la tablette de commande centrale et un pour l'infotainment à l'arrière. Et Elon vient de confirmer sur Twitter d'ailleurs que Cyberpunk peut être joué
Enfin, serait peut-être compatible, en tout cas, qu'en théorie c'est possible, c'est pas encore très très clair. Et là, évidemment, les fans de Keanu Reeves ont peut-être déjà des idées, petits coquins, parce que il existe un mode, figurez-vous, pour passer une bonne soirée avec l'acteur préféré des petits et des grands et des petites et des grandes geeks. C'est un mode simple, hein, qui échange les modèles d'Enjoy Toy et de Keanu, pour pouvoir ken Keanu, tout simplement. Mais c'est fini, parce que CD Projekt Red veut bien qu'on mode son jeu un petit peu de tous les côtés, mais Keanu, c'est quand même une vraie personne, et donc voilà, le droit à l'image, tout ça. Alors notez bien que c'est un problème qui, quand même, est un peu nouveau et qui pourrait devenir récurrent, hein, maintenant qu'on peut mettre des acteurs quasi photoréalistes dans les jeux. Jusqu'ici, on pouvait déjà mettre en scène des Bayonetta ou des Lara Croft, dans des trucs sexuels, parce que le ripping de personnages de jeux vidéo, en fait, c'est assez vieux. Mais bon, là, désormais, si un acteur ou une actrice se retrouve bien modélisé dans un jeu, c'est son image à lui ou à elle que tu récupères quand tu rippes les données du jeu. Et donc, ça ouvre tout un tas d'autres problématiques. Juste les questions qui sont présentes sur l'article de The Verge au sujet de la mise à disposition d'une console dans la nouvelle Tesla, j'en trouve quelques-unes très marrantes. Il y a notamment la question de est-ce qu'on peut jouer sur tous les écrans? Est-ce que c'est uniquement sur l'écran principal, le petit écran à l'arrière, sur les deux, on sait pas. Est-ce qu'il faudra une nouvelle manette? A priori, c'est compatible avec les manettes sans fil, mais on n'a pas plus d'infos. On sait pas qui fait le GPU. Est-ce que ce serait Nvidia? Est-ce que ce serait AMD? Mais alors par contre, il pose une question, je comprends pas le sens de cette question. Qui va s'asseoir dans sa voiture à $80 000 et jouer à des jeux de 70 heures en croisant les doigts pour les sauvegardes sur le cloud? Oui, ok, sur les sauvegardes, mais honnêtement, les gars, si vous posez cette question, vous avez jamais fait des trajets de vacances en voiture avec vos enfants? Moi, je fais des trajets de voiture avec mes enfants quand vous voulez dans une Tesla s'ils ont une console comme ça sous la main. Accent slash, Guillaume? Oui, accent slash, pourquoi? Oui, c'est un jeu de mots débile, parce qu'en fait, vous connaissez Nox? Nox, non, ça te dit rien? Non, pas du tout. Le nom fait très méchant de dessin animé pour enfants. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ça. C'est un hack and slash assez sympa des années 2000, mais c'est pas du tout de celui-là que je vais parler, hein, puisqu'en fait, je parle de Nox Player, qui est aussi un émulateur Android sur PC pour jouer à des jeux mobiles sous Windows. Parce que cet émulateur a été compromis par un malware selon i7. Le système de distribution des updates a été hacké et un malware distribué. Donc c'est encore une attaque à la supply chain, un petit peu comme celle de SolarWind. D'ailleurs, au passage, il va sans doute falloir arrêter de l'appeler comme ça, hein, parce que 30% des victimes de cette fameuse attaque, grosse campagne de piratage, hein, SolarWind Sunburst, en fait, eux, ils utilisaient carrément pas du tout les outils de SolarWind, donc c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Enfin bon, toujours est-il que depuis 5 mois à peu près, l'infrastructure Big Nox distribuait 3 variants de virus différents, donc 3 variants, je sais pas, apparemment les virus ça va par 3, c'est pas comme les sites, différents qui bizarrement ne contenaient donc ces variants-là ne contenaient ni ransomware, ni mineur, ni rien. C'est assez étrange. On dirait que ces implants surveillent les cibles, en fait. De plus, très peu de gens l'auraient chopé, 5 sur 100 000 d'après un recensement i7, et ces cibles seraient plutôt en Asie. Mais bon, il n'empêche, Nox est vraiment très populaire, donc si vous l'avez utilisé dans les 5 prochains mois, il est prudent de passer votre PC au peigne fin. On va faire attention, Guillaume. Merci pour ta recommandation. On va terminer avec quelques petites news en vrac. On parle justement d'attaques malveillantes dans le domaine informatique. Une action de succès pour Europol, Guillaume. Ouais, Europol a fait tomber Emotet, qui n'est pas un dieu égyptien, même si on dirait vraiment, j'adore ce nom. Emotet, c'est en fait, c'est une infrastructure de botnet c'est un ensemble logiciel serveur qui permet de gérer des botnets, c'est-à-dire des milliers, des dizaines, des centaines, des milliers, comme vous voulez, de réseaux d'ordinateurs, donc ils peuvent être pris dans le contrôle peut être pris à distance pour faire absolument ce que vous voulez. Et les botnets d'ailleurs infectés, ils sont infectés par phishing en général, c'est des gens qui sont complètement, qui savent pas quoi, tout simplement. Donc ça permet d'être, c'est très très pratique, hein, puisque voilà, si vous êtes un pirate, vous louez via l'infrastructure Emotet, je sais pas, un petit millier de serveurs, et vous faites une petite campagne de phishing, comme ça, tranquille, une petite campagne de spamming, ou du DDoS, ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser ça pour diffuser des ransomware, etc. Donc c'était vraiment super pratique. Et Emotet était le plus gros, il a été utilisé d'ailleurs pour tous ces trucs-là, hein, par exemple pour du ransomware. Et oui, Europol a réussi à mettre la main carrément sur l'infrastructure des trucs, ce qui veut dire qu'ils ont probablement la main sur les serveurs d'Emotet. Donc voilà, Emotet est mort, ils ont eu la tête d'Emotet, enfin.
Ils ont eu la tête des motettes, bravo, tu pouvais pas t'empêcher Non, désolé. de nous la faire, c'est beau. Un dernier mot avec Starlink, dans un tout autre registre, parce qu'il y a une belle évolution côté Starlink. Oui, on en avait parlé donc très rapidement. Les Starlink, donc donc c'est l'internet par satellite, mais bien entendu, si vous échangez des données entre deux points qui sont éloignés sur le globe, ben il faut bien que les satellites communiquent entre eux hors satellite. Donc ils étaient censés le faire par laser, ce qui est une technologie extrêmement complexe, puisqu'il faut bien viser quand même. Et en fait, ils ont fait des tests c'est la dernière année là. Et en réalité, c'est maintenant, là, tout de suite, on a les premiers satellites Starlink qui ont été lancés autour du pôle. Donc, ça va concerner premièrement les habitants de l'Alaska, d'ailleurs, qui vont bénéficier de cette technologie-là. Et quel est le truc? C'est-à-dire qu'en fait, comme les satellites donc communiquent entre eux, on a moins besoin de stations au sol. Bon, parce qu'effectivement, il y avait eu des gens qui étaient étonnés qu'il y ait encore des stations au sol avec Starlink, alors que justement, le but, c'était de passer par l'espace. Et en fait, c'était parce que les satellites ne communiquaient pas encore entre eux, donc c'est en train d'être déployé. C'est-à-dire la communication laser entre satellites est en train d'être déployée et elle commence au pôle, donc et elle va bien petit à petit être déployée, quoi. C'est fascinant d'ailleurs de savoir qu'ils arrivent à discuter comme ça, parce qu'effectivement, comme tu dis, faut bien viser, et j'imagine qu'il faut probablement souvent régler des trajectoires, les corriger, ajuster le tir. Ça doit être assez incroyable le travail d'orfèvrerie qu'il peut y avoir à ce sujet-là. Merci beaucoup Guillaume pour toute ta revue de l'actu de la semaine. Bien évidemment, on va vous proposer plein d'autres solutions pour continuer à nous suivre, à suivre ce qu'on peut faire. Alors déjà Guillaume, de ton côté, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Sur Robinhood, non, pardon. Sur Reddit, sur Reddit. En train de coordonner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous me retrouverez jamais sur Clubhouse. Ah oui, j'avais même pas envisagé de te garder une invitation, en fait. Ah ouais, non, c'est pas la peine. Tu peux y aller. On en reparlera, on va suivre Clubhouse ensemble, ça va être marrant. De mon côté, c'est guillaumevendée.fr, vous me retrouvez sur Twitter, sur Instagram, sur Instagram ou même sur, évidemment, Clubhouse. Merci beaucoup, au passage, pour votre accueil sur l'épisode sur la supply chain, qui était le premier épisode d'une série qu'on va faire avec la thématique Made in Asia. Donc, on va parler de choses qui touchent l'Asie avec un regard directement implanté en Asie. J'espère que cet épisode vous aura effectivement plu, et si jamais vous l'avez pas écouté, je vous invite à remonter d'un épisode dans le flux du podcast pour aller le consulter. Si jamais vous nous avez écouté jusque-là, c'est probablement parce que le podcast vous a plu, que mes rires vous ont pas trop irrité et que vous êtes amusé et que vous avez été intéressé par les infos. Donc je vous invite là à nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé, à discuter avec vous et entre nous, ou plutôt entre nous et avec vous. Oh là, je m'y perds, mais sur Discord en tout cas. Vous avez le lien dans les notes de l'émission, et à nous suivre sur Instagram. Et puis on vous propose aussi d'autres podcasts assez géniaux, je pense, notamment Paraculte, où je vous invite à aller écouter nos épisodes autour de la pop culture. On parle exclusivement de choses qu'on a aimées. Guillaume s'est attaqué à un très gros morceau, à la saga des Ultima. Donc moi j'ai beaucoup appris avec l'enregistrement de cet épisode pour savoir ce qu'étaient les jeux Ultima. Le premier épisode va jusqu'à Ultima 6 et le prochain épisode dès lundi vous livrera le reste de la saga, donc foncez écoutez. Et puis évidemment je ne peux pas passer à côté de la recommandation d'écouter Relife, le podcast que je co-anime avec mon ami prof du web sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel. Merci beaucoup pour l'accueil que vous réservez à l'ensemble des épisodes de podcast qu'on peut diffuser. Merci beaucoup de votre fidélité, merci aussi beaucoup par avance de vos partages nombreux et variés. On se dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.